Bonjour à tous. Une nouvelle causerie de Libraires et compagnie. Je rappelle très brièvement les axes. L'idée étant de mettre en lien des entreprises avec des librairies indépendantes, pas d'envolée lyrique, ce lien à destination à être actif, autrement dit à se traduire par des commandes sonnantes et trébuchantes, quel qu'en soit le volume, le nombre, peu importe, mais à s'inscrire également au-delà de la seule crise sanitaire, à essayer de développer ces synergies au-delà des régions, au-delà des territoires, d'une librairie à une autre, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et c'est bien heureux que nous recevions déjà certaines petites commandes, en tout cas certaines validations, adhésions d'un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, nous avons la joie de franchir les portes de la librairie Dialogue dans cette très belle région, cette très belle ville de Morlaix, et la joie au carré d'y accueillir Pascal Bruckner, Merci. en écho à la publication de son dernier ouvrage dont je reparlerai tout à l'heure, Un coupable presque parfait. Géraldine, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la librairie Dialogue, comment vous avez vécu ces dernières semaines et comment vous vivez les jours actuellement, comment se profilent les fêtes, enfin bref, les perspectives? Alors, la librairie de Dialogue de Morlaix est installée dans les anciennes halles dans le centre de Morlaix sur presque 500 mètres carrés, ce qui est un peu grand pour une ville de moins de 15 000 habitants. Donc, 60 000 références, on est 10 à travailler. On a un choix généraliste et des clients qui viennent à la fois de Morlaix, mais aussi des Monts d'Arrée et de la proche région. Et puis évidemment des touristes, parce que comme vous le disiez, Morlaix est une jolie ville qui attire du monde à toutes les vacances. Alors, comment on a vécu le confinement? On l'a vécu en ce qui me concerne et une partie de mon équipe en faisant de la course à pied dans le magasin et en fabriquant des cartons, des colis, des expéditions, en faisant des expéditions à la poste. On a en effet fait beaucoup de click and collect. On a presque fait la moitié de notre chiffre en click and collect. À force de… Bon, les médias nous ont soutenus ici localement aussi bien. On mettait les nouveautés sur Facebook à défaut de pouvoir les montrer aux gens, mais bon, ça, l'un dans l'autre. On était content que ça rouvre, c'est quand même moins fatigant. Et vous sentez une effervescence à cette réouverture? Énorme. Énorme. Depuis une semaine, là, on n'a jamais vécu ça à cette époque de l'année. Et je crois que c'est partout pareil. Les clients ont vraiment afflux. Alors, il y a peut-être les gens qui ont peur d'être reconfinés, mais pas seulement. Je pense qu'il y a le confinement a amené certains à repenser leur relation à la librairie et ça fait plaisir. Ça, c'est bien heureux. J'espère que ça s'inscrira dans le cadre du programme. Pascal Bruckner, mille merci de votre venue, de votre participation à cette petite causerie. À défaut de rappeler vos nombreux prix, titres, etc., moi, je voudrais juste, et pour expliciter mon remerciement, avec la plus grande sincérité du monde, dire combien, à l'instar de votre dernier ouvrage, on est un beau pays qui a une chance extraordinaire, celle d'avoir des écrivains et des philosophes qui, sortis peut-être d'une mode d'il y a peut-être 30 ou 40 ans, intellectuelle, restait dans cette espèce de tour d'ivoire destiné à maintenir une énorme distance, notamment en tant que professeur, parfois des universités comme vous l'avez été, entre les étudiants, les lecteurs et l'écrivain et l'intellectuel, à avoir cette petite propension sans doute avec un certain snobisme à maintenir une certaine obscurité. Et bien là, pour le coup, ouvrage lumineux que votre dernier ouvrage, et pas seulement lumineux, mais à la fois édifiant et d'une clarté sans fond. Enfin, c'est vraiment… et c'est peut-être une tradition française, j'en sais rien. Mais bref, voilà en tout cas quelque chose dont on peut se réjouir. Écoutez, merci à Géraldine Delaunay de me recevoir dans sa librairie. Je connaissais l'ancienne librairie Dialogue à Brest, qui était très belle, et je ne doute pas que celle de Morlaix l'est aussi. Donc j'espère un jour pouvoir y aller concrètement. J'espère aussi. Le constater des visus. Alors sur la clarté, oui, je pense qu'un intellectuel ou un philosophe ou un écrivain, c'est quelqu'un qui doit être compris et qui doit nouer avec son lecteur un pacte
qui est un pacte d'honnêteté. Et la clarté, c'est la première forme de l'honnêteté, parce que ce qu'on ne comprend pas soi-même, on aura du mal à le communiquer aux autres. Et moi, je me répète toujours la phrase de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire y arrivent aisément. Je crois que ça, c'est effectivement un des fondements d'esprit français, et qu'on aurait tort de le mépriser. Alors moi, j'appartiens à une génération, notamment la génération structuraliste, qui a cultivé pendant des années l'obscurantisme, l'obscurité, les phrases compliquées, les concepts biscornus, les sous-entendus compréhensibles simplement par une petite coterie. Mais je crois que ça n'est plus possible aujourd'hui, que les gens veulent être éclairés, que pour les éclairer, il faut d'abord être clair soi-même. Ça va de soi. Et donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'origine, l'objectif, le contenu de ce dernier ouvrage, Un coupable presque parfait? Alors l'origine, c'est que je remarquais que dans le discours politique français ou dans le discours médiatique, le mot blanc revenait de plus en plus. Et je m'étonnais de cette occurrence répétée que l'on voit beaucoup dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, où la population est divisée en ethnies, en races, en communautés. Mais en France, c'était relativement rare, puisque nous, en France, nous sommes plutôt les héritiers d'une pensée socialiste ou marxiste, et donc nous divisons les gens selon leur classe sociale, mais pas selon leur couleur de peau. Et je me suis aperçu qu'en réalité, ce recours à la race, au genre, à l'identité, le fait que les gens soient désormais appelés selon leur orientation sexuelle, selon leurs croyances ou selon leur couleur de peau, venait effectivement des États-Unis, et qu'en fait c'était une opération un peu plus complexe, puisque c'est des penseurs français des années 70-80, à Vincennes notamment, qui ont élaboré un certain nombre de concepts, ils les ont exportés aux États-Unis, et l'Amérique nous les renvoie. C'est comme un produit conditionné sous emballage anglo-saxon, avec en franglish convenu, puisque vous remarquez que l'usage de l'anglais est aujourd'hui très répandu dans le monde de l'entreprise comme dans le monde médiatique, même dans le monde politique. Même notre président en a usé et abusé quelquefois. Et donc, je me suis rendu compte que la gauche, une partie de la gauche française en tout cas, voulait remplacer le concept de lutte de classe par le concept de lutte des races, et que tout se comprenait en termes de combat et d'enfermement dans son origine ou dans ses déterminismes de naissance. Et ça me paraissait contraire au projet de la gauche, et qui est au projet progressiste, plutôt un projet d'émancipation, et non pas d'enfermement soit dans son épiderme, soit dans ses croyances, soit dans son orientation sexuelle. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Géraldine, est-ce que vous avez senti, à la fois pendant la période du confinement, mais peut-être après, et de manière plus générale, en tout cas ces derniers temps, un appétit plus particulier pour des livres alors, de philosophie, de sociologie, bref, des livres qui permettent, à l'instar de l'évocation d'Hegel, de lire le monde tel qu'il existe, en tout cas d'en apporter une exégèse? Oui, moi, il me semble qu'on n'a jamais eu autant de livres de philosophie, alors vraiment philosophie ou un peu philosophe, qui se vendaient. Les gens ont un appétit pour ça. Alors après, il y a un décalage, à mon avis, entre ce qui se publie et ce qui se vend. Il y a, sur certains sujets, je pense par exemple l'année dernière aux Gilets jaunes, ou cette année au confinement, on est submergé d'ouvrages sur ça, et ce n'est pas forcément ce que les gens ont envie de lire. Bon, ça va, ils ont envie ils ont vécu les choses, ils n'ont pas forcément besoin qu'on les leur raconte en long, large, en travers. Et en fait, on observe que les gens s'intéressent à des ouvrages type, je sais pas moi, Psychologie de la connerie, ou des livres qui en tout cas décapent ou changent un petit peu des chemins tout tracés. Et ça, c'est plutôt réconfortant. Oui, parce qu'en revenir, vous faisiez référence à cette mutation que vous soulignez dans la gauche, d'être passé d'une culture de lutte des classes à lutte des races. Vous ne parlez pas seulement que de cette lutte des races, également, vous parlez également de néo-féminisme. Et vous parlez également d'une mutation étant passé d'une société de progrès, en tout cas une velléité de progrès, à une velléité de procès, particulièrement
dans ce contexte de néo-féminisme. Une petite question. Il y a quelques années, le petit opuscule de Stéphane Hessel, Indignez-vous, a connu un très franc succès. Est-ce que dans l'un et l'autre cas, il n'y aurait pas en fait la traduction d'une espèce de culture de l'indignation comme une fin en soi? Est-ce que l'indignation, d'une manière générale, quelle qu'en soit la fin, quelle qu'en soit l'origine, n'est pas devenue une véritable valeur, en tout cas une pratique pratiquement pavlovienne de notre société? Oui, c'est une sorte de révolte dégradée. Comme on est dans une société qui exalte la révolte, on exalte l'indignation qui en est la traduction quasi quotidienne. On peut effectivement s'indigner chaque jour pour une cause nouvelle, mais dans le cas du féminisme, il y a un passage entre l'ancienne génération et les générations plus actuelles. Et dans le sillage post-MeToo, un passage effectivement dans un recours continuel à l'accusation, c'est-à-dire qu'on prend des personnalités de l'espace public, des gens connus, des acteurs, des comédiens, des producteurs, et on les désigne à la vindicte publique en expliquant qu'ils ont agressé, violé, et on demande à l'opinion de se prononcer sur des personnes dont en général on ne connaît rien, sur des affaires dont on ne connaît rien non plus, et le tout se fait dans une indignation, comme vous dites, maximale, où les gens n'ont pas la possibilité de se défendre, mais sont simplement voués au pilori. Et évidemment, alors parfois, les affaires sont justes. Dans le cas de Weinstein ou Epstein, évidemment, ces gens-là sont coupables et donc ils ont été condamnés à juste titre. Mais on voit de plus en plus d'affaires où un comédien, un chanteur, un metteur en scène sont voués aux gémonies sans raison. Le cas le plus probant récent, c'est Ibrahim Alouf, le trompettiste, qui a été accusé par une jeune fille de 14 ans d'abus sexuels. Elle a avoué ensuite qu'elle avait menti. Donc autant l'entrée de ce musicien dans l'arène médiatique a fait du bruit, autant son innocentement, je ne sais pas comment on dit en français, n'en a fait aucun. Philippe Cobert également, récemment on a vu un chef d'origine japonaise qui s'est suicidé parce qu'il était en butte à des accusations. On pourrait parler aussi de l'affaire d'Éric Brion. Alors, en général, quand on évoque tous ces noms, les gens vous disent oui, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et les femmes ont tellement subi qu'elles doivent aujourd'hui parfois commettre des erreurs pour se défendre. Mais moi, je crois que cette métaphore de l'omelette n'est pas la bonne, parce qu'on peut casser beaucoup d'œufs, il n'y aura jamais d'omelette. C'est ça le risque. On a déjà utilisé cette métaphore pour le socialisme réel en Union soviétique. On a vu les résultats. Il me semble, évidemment, ayant un point de vue d'homme, je suis d'emblée coupable et d'emblée suspect. Il me semble qu'on est passé à un féminisme classique de réconciliation, ou en tout cas de volonté d'asseoir un monde commun entre les hommes et les femmes, à un féminisme d'opposition et même de guerre totale entre les sexes, avec comme finalité, et c'est très bien exprimé par Alice Coffin, très bien exprimé par Pauline Hermange ou par Virginie Despentes, de mettre fin à l'hétérosexualité. Puisque pour beaucoup de ces femmes, l'hétérosexualité est une anomalie, c'est une sorte d'accident du patriarcat, et si les femmes étaient lucides, elles s'arracheraient à l'emprise des hommes et ne vivraient qu'entre elles. Et donc la finalité ultime de ce néo-féminisme, ça n'est pas simplement de dénoncer les violences contre les femmes, chose avec laquelle on est entièrement d'accord, les violences ou les agressions, mais c'est de dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas faire leur vie avec un homme à leur côté et que leur destin, c'est de se réfugier dans la sororité. Et donc ce séparatisme, c'en est un aussi, puisque le mot est à la mode, ce séparatisme, là aussi, a des origines anglo-saxonnes assez fortes, puisque les États-Unis d'Amérique, étant une société puritaine, estiment que les rapprochements
entre l'homme et la femme sont toujours susceptibles d'un certain nombre de perversions. Et au fond, si on suivait ce courant, les hommes et les femmes seraient comme deux tribus, de part et d'autre d'un fleuve, qui ne communiqueraient que par l'intermédiaire de leurs avocats, puisque ce courant-là est aussi contemporain de l'irruption de la justice dans les relations amoureuses. J'explique dans mon livre à quel point sur les campus, par exemple, les relations sexuelles entre étudiants doivent être médiées par un juge ou par un superviseur, ou en tout cas doivent être enregistrées sur leur portable. C'est ce qu'on appelle le consentement affirmatif, c'est-à-dire qu'au moment de s'engager dans une étreinte, le garçon et la fille doivent écrire noir sur blanc qu'ils sont d'accord pour aller jusqu'à un certain point, pour faire l'amour une seule fois et non pas au-delà, car il faut renouveler le consentement en permanence. Et donc, je pense que cette judiciarisation des rapports amoureux peut évidemment s'étendre jusqu'à la vie matrimoniale, la vie conjugale, la vie familiale. C'est un peu ce qui se passe déjà en France, où on voit bien l'importance que le juge et l'avocat ont pris dans la vie matrimoniale, puisqu'au fond, aujourd'hui, ça n'est plus le prêtre qui est jadis, dans une France catholique, les prêtres étaient en quelque sorte les intermédiaires entre les époux. Maintenant, c'est l'avocat qui offre ses services tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Et donc, effectivement, la finalité ultime de ce néo-féminisme, qui doit être distingué de l'ancien, c'est de rendre les relations entre les sexes plus difficiles et beaucoup moins spontanées. Et donc, c'est toute la vie amoureuse qui est en quelque sorte remise en cause, puisque pour ces néo-féministes, l'amour est un leurre, c'est un mensonge. La séduction est une goujaterie à peine dissimulée. Et je cite à un moment Laure Murat, qui est une universitaire française, d'ailleurs assez brillante, qui avait fait un très bon livre sur Napoléon, qui enseigne aux États-Unis, où elle dit que la galanterie à la française, c'est dodo la saumure chez Madame Dudefant. Alors je trouve que c'est une belle formule, c'est très bien vu, mais je crains que ce soit un tout petit peu quand même restrictif, parce qu'il me semble qu'un des moyens de lutter contre la violence et les agressions, c'est justement de réhabiliter des pratiques comme la galanterie, la séduction, le consentement. Mais apparemment, la France serait en quelque sorte une gigantesque mascarade qui aurait caché derrière le libertinage propre au XVIIIe siècle des pratiques de viol largement acceptées. Et là encore, l'origine de cette idéologie est purement anglo-saxonne, puisque pour un certain nombre de féministes anglo-saxonnes, le rapport sexuel normal n'existe pas. C'est toujours un viol consenti ou un viol camouflé. Et même quand la femme dit oui, ça c'est une citation d'Andrea Dworkin, même quand elle dit oui, en réalité, elle est un territoire occupé, elle est violée, donc il n'y a jamais de consentement possible entre un homme et une femme, tout simplement parce que consentir aux avances d'un homme, c'est consentir à l'abomination. Aucune femme ne peut en toute liberté s'y plier. Géraldine, à défaut d'un rebond de l'amour courtois du Moyen-Âge, est-ce qu'il y a quand même la pervivance d'une certaine commercialisation de romans d'amour? Est-ce que l'amour a encore voix au chapitre? On vend beaucoup plus de romans d'amour que de romans de féministes, en réalité. Bah oui. Mais bon, après, il y a aussi, parmi les écrivains, par exemple, à côté de Morlaix, d'à côté de Morlaix est originaire Mona Ozouf, qui est féministe de la génération d'avant. Elle dit exactement la même chose. Elle dit on n'est pas là pour se battre, on peut mener des combats sans… Je suis tout à fait d'accord. On peut mener des combats sans entrer dans la caricature. Et je n'ai pas le sentiment que chez moi, en tout cas, les clients se précipitent sur ces livres très, très, très engagés et très, en dehors évidemment des romans de Virginie Despentes qui se vendent. Mais sinon, je pense que le sentiment général, en tout cas, alors peut-être qu'il y a une différence entre les grandes villes et la province. Je ne sais pas, on n'a peut-être pas encore été atteint
par les féministes enragées. Et puis peut-être qu'on est en Bretagne et qu'en Bretagne, le matriarcat nous préserve un petit peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, les romans d'amour se vendent, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et alors à Noël, plus que jamais, bien sûr. Avec un engagement quand même à la véhémence pour la préparation de notre réunion. Je me suis penché au-delà de la lecture de l'ouvrage de Pascal Bruckner sur la façon dont avait été reçu, c'est ce que je me suis permis de vous écrire avant cet échange, la façon dont la presse avait reçu et certaines interviews avaient été menées. Je Oui, rebondis sur la métaphore de l'omelette qui vous a été opposée lors d'une interview, où on avait la sensation que certaines questions vous étaient posées, ignorant ce que parfois vous aviez écrit, ne disant pas que vous vous posiez en victime et que vous parliez d'un bouc émissaire. Et on voulait systématiquement que le mot victime apparaisse à un moment donné dans votre propos. Alors, moi, félicitations, vous gardiez un calme olympien dont rêveraient tous les Jupiters de la Terre. Et où, encore une fois, il y a, très loin de ce que disait Géraldine, au-delà de l'engagement, une espèce de culture, de pratique systématique de l'indignation comme étant le passeport avéré d'un engagement donc sincère, profond et valable. Oui, alors déjà, les médias ne fonctionnent qu'au clash, donc il faut connaître la règle du jeu, il faut savoir quand est-ce qu'il faut monter au front et au contraire se retirer et opposer un certain calme aux questions. Mais si vous voulez, dans ce livre, je suis évidemment un très mauvais exemple puisqu'on m'a traité plusieurs fois depuis quelques années, c'est récent, hein, là aussi, de vieux mâle occidental blanc. Alors c'est une procession de péjoratifs. Je ne sais pas ce qui est le pire, c'est d'être vieux, d'être un homme, d'être blanc, mais en tout cas, déjà, ça me condamne a priori. Mais bon, ça, je joue le jeu. Voilà, je suis rentré dans l'arène, donc j'accepte qu'on me lance des flèches. Simplement, un des arguments, c'est qu'au fond, les grands combats du siècle, le progressisme, le féminisme, l'antiracisme, font peut-être des victimes, mais en tout cas, ils sont issus d'oppressions tellement violentes que peu importe les dommages collatéraux, pourvu que l'ensemble des hommes et des femmes avancent en toute sérénité. Et je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr quant à moi que ces dommages collatéraux soient tellement collatéraux, justement, et qu'au fond, la lutte ne soit pas elle-même entachée par ces violences euh, auxquelles s'adonne parfois tel ou tel militant ou militante. Et la question qu'il faut poser, c'est est-ce que le féminisme ou l'antiracisme ou l'anticolonialisme se bat pour réconcilier les gens ou se bat au contraire pour se venger? En d'autres termes, est-ce que le but c'est une meilleure entente ou est-ce que c'est au contraire la rancune, la vengeance? Et si c'est la vengeance et le ressentiment, alors effectivement, ni les hommes ni les femmes, ni les noirs ni les blancs, ni les anciens colonisés, ni les anciens colonisateurs ne peuvent vivre en bonne intelligence puisque la mémoire des affronts subis autrefois ne pourra jamais s'arrêter. Et je vais prendre un petit exemple là, qui est tout récent et qui vient de la British Library à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu que la British Library vient d'édicter un nouveau catalogue où elle réaffirme son combat antiraciste et elle a mis à l'index un certain nombre d'auteurs, dont deux que nous connaissons tous bien et qui sont assez surprenants. C'est Oscar Wilde et George Orwell. Et pourquoi? Quels sont leurs torts? Puisqu'il me semble que George Orwell a été un militant antifasciste qui s'est battu pendant la guerre d'Espagne, qui a toujours pris à cœur la cause des pauvres, et qu'Oscar Wilde a été en prison pour homosexualité. C'est parce que leurs ancêtres, un grand-oncle dans un cas, un grand-père dans l'autre, ont participé au commerce triangulaire, donc à l'esclavage, et que par conséquent, la faute rejaillirait sur les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants ou arrière-petits-neveux. Et là, je dois dire qu'on est dans un cas presque de délire héréditaire, puisqu'il me semble que
l'un des postulats de la vie démocratique depuis les Lumières, consiste à dire que chacun de nous, homme ou femme, quelle que soit voilà, sa race, son genre, sa croyance, ses convictions, est une page blanche et que donc l'existence recommence avec chacun d'entre nous. Est-ce que le fils d'un nazi est un nazi lui-même? Est-ce que si votre père a été un tortionnaire, est-ce que cela fait de vous un tortionnaire? Etc., etc. Et donc là, on est en train de ressusciter la transmission héréditaire du statut de bourreau, de même qu'on ressuscite la transmission héréditaire du statut de victime. Et donc, c'est contraire, évidemment, avec tous les postulats de la vie démocratique. Et c'est assez, je trouve, c'est assez inquiétant de voir qu'une certaine pensée qui se veut de gauche ou d'extrême gauche retrouve malgré elle des postulats qui étaient plutôt ceux de la droite extrême dans les années 30, à savoir le fait que l'on est rivé à tout jamais à sa famille, à ses ancêtres, à ses déterminismes et qu'on ne pourra jamais en sortir. C'est un rappel récurrent, une mention récurrente de votre ouvrage. Vous rappelez donc que d'un point de vue pragmatique, l'objectif de l'antiracisme et de l'anti-discrimination envers les femmes, c'est de réconcilier, c'est l'objectif de réconciliation, et que parfois des actions, quoique véhémentes, très engagées, comme on disait tout à l'heure, en perdent de vue, ce serait l'objectif. Pour prendre un exemple tout aussi récent que celui que vous mentionnez, notre président de la République a suggéré dans les débats qui ont lieu en ce moment qu'il y ait 300-500 rues qui soient rebaptisées. Est-ce qu'en réalité, ce nouveau baptême va permettre de réconcilier, comme vous le dites, c'est très difficile à imaginer. En tout cas, allez hop. Géraldine, si vous aviez une rue à rebaptiser du nom d'un auteur, voilà, qui vous plaît plus en particulier. N'importe quel auteur. Alors, je dirais Jonathan Coe. Pascal Bruckner, un auteur pour une rue. Un auteur pour une rue. Alors là, je n'y ai pas pensé, mais il y a beaucoup d'auteurs oubliés, hommes ou femmes, qui mériteraient. Alors, est-ce que Olympe de Gouges a eu sa rue? Oui, je pense qu'elle a sa rue ou son square à Paris, mais on peut en mettre partout. Mais ce qui est très curieux, là, juste pour revenir un instant sur ce que vous venez de dire, c'est à quel point notre président de la République, pour lequel j'ai voté et dont j'admire l'intelligence, est en même temps une personnalité, disons, virevoltante, puisqu'il avait dit il y a quelques mois qu'il ne s'agirait pas qu'on toucherait en rien au statut, on n'allait pas les déboulonner. Maintenant, il veut rebaptiser les rues. Je pense qu'effectivement, on peut peut-être ouvrir les rues à des personnages peu connus et faire une espèce de pédagogie historique des rues. Mais oui, c'est pas mal. Si on crée des villes nouvelles, on peut effectivement changer ou mettre des noms nouveaux avec en dessous la mention des personnages qui sont cités. Vous savez, certaines stations balnéaires dans le Midi ont mis des plaques commémoratives des combattants d'Afrique et du Maghreb qui se sont battus pour la libération de la France en 1944. Ça, je trouve ça tout à fait positif. Moi, plutôt que de détruire des statues, je suis plutôt pour des annotations pédagogiques, expliquer qui étaient ces gens, ce qu'ils ont fait. Et donc, oui, donnons des noms nouveaux à nos rues, cela changera de la rue de la République, de l'avenue du Général de Gaulle, du Maréchal Lyotet, tout ça. Effectivement, ouvrons le registre des baptêmes pour les rues, les statues. C'est une bonne chose. Il faut mieux multiplier que soustraire. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Je remonte l'ouvrage. Peut-être pas m'engager si certaines commandes étaient faites par des entreprises. Pascal Bruckner, est-ce que vous accepteriez des dédicaces comme l'ont fait? Absolument, des dédicaces, des conférences, oui, oui. Dès que nous pourrons circuler au-delà des 30 km qui ceinturent Paris et qui nous permettra de respirer au-delà de l'air de vicié de la capitale. Engagement. Nous, on a du grand de retourner peut-être en Bretagne. Voilà. Mais n'importe quand. La porte est grande ouverte. Alors, merci, Géraldine. Rendez-vous en 2021 à Morlaix, à la librairie. Voilà. Voilà. Merci. Dans la Bretagne matriarcale, ce qui est tout un programme. Hein?
Voilà. Mille merci. Merci Géraldine, merci Jérôme et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.